Cette question fondamentale sur l'opération russe, l'opération spéciale, comme ils l'appellent, est-ce que cela évolue? Quelles sont les dernières informations? Quel est l'état d'esprit en Russie en ce moment? Est-ce toujours cette opération militaire spéciale? Ou envisagent-ils peut-être de changer de stratégie, de modifier leur manière de combattre? Avec les nouvelles escalades, avec l'utilisation de drones par les Ukrainiens contre eux, que se passe-t-il en Russie selon vous? Ce que je peux rapporter, Nima, ce sont des contacts avec des sources militaires au cours du week-end, quand tout le monde est dans sa datcha. Et vous comprenez, nous sommes à la mi-août, en pleine vacances d'été. La blague en russe, c'est que ce n'est plus une opération militaire spéciale, mais plutôt une opération militaire stranaya. Stranaya veut dire étrange. Et en russe, ce genre d'étrange a le même sens qu'en anglais. Étrange au sens de fou, étrange au sens de déroutant, étrange au sens de bizarre. Voilà ce que cela signifie. Il n'y a aucun changement officiel. En fait, c'est ça le problème. D'après mes sources, le problème est le suivant. D'un côté, l'opération militaire spéciale continue d'avancer lentement en cherchant à réduire au minimum, dans la mesure du possible, les pertes au front, autant que les commandants de troupes peuvent l'organiser et que le Kremlin l'ordonne. D'un autre côté, il ne fait aucun doute que les pertes augmentent. Les essaims de drones gagnent l'arrière-pays russe. La question n'est donc plus de savoir ce que font les opérations terrestres, ni quels sont leurs lents succès dans leur progression vers l'ouest. Elle est plutôt de savoir quels sont les effets, les succès, les échecs ou les faiblesses de la soi-disant opération militaire spéciale, au regard de l'ampleur des dégâts que les Ukrainiens, les Britanniques, l'OTAN et les Américains infligent au moyen de drones, de nouveaux types de drones à longue portée, à toutes sortes de cibles, y compris des civils en Russie même. Donc Stranaya est d'une certaine manière une référence ironique. Cela montre que s'il n'y a pas de perte de confiance envers le président Poutine, il n'y a pas non plus d'alternative. Il y a de la confusion et un manque de confiance quant à savoir dans quelle mesure l'opération militaire spéciale constitue un moyen efficace, d'abord, de détruire la capacité de l'Ukraine, des États-Unis et de l'OTAN à infliger des dommages à la Russie, et ensuite de dissuader les États-Unis, les Britanniques et les alliés de l'OTAN d'escalader comme ils le font. Donc, Stranaya, ici, signifie que mes sources militaires comprennent que l'opération militaire spéciale a des effets déroutants. Voilà ce que cela veut dire. Nous en avons déjà parlé, mais cela vaut la peine de le répéter. Le président Poutine continue de dire que, pour chaque attaque ukrainienne, et soyons clairs, il y avait 600 drones au-dessus de la région de Moscou dans la nuit de lundi. Au cours de cette nuit-là, 791 drones ont été comptabilisés au-dessus du territoire russe, y compris dans la région de Moscou. Certains passent. Donc, la ligne du président Poutine, c'est coup pour coup, effet miroir. Mais quel est l'effet miroir, si c'est la limite dans cette guerre des drones qui inclut désormais des armes à sous-munitions? Ce que soulignent mes sources, et on peut le voir dans les rapports des blogs militaires, c'est que les Ukrainiens utilisent désormais des armes à sous-munitions, de minuscules billes métalliques dans le mélange explosif et l'ogive de ces drones destinés à tuer des civils. Et c'est ce qu'elles font. Quel est le coup pour coup en réponse à cela? Demandent mes sources russes. Puis il y a eu d'autres attaques contre des entrepôts Wildberries dans la région de Moscou, lundi et mardi. C'est une attaque contre le système de vente en ligne de type Amazon, destiné à la classe moyenne. Quelle sera la riposte? Qu'est-ce qui pourra arrêter ça ensuite? Et c'est ce que me disent mes sources militaires. Ce n'est pas par manque de confiance, je tiens à le souligner, dans le succès final de la guerre russe, ni, je le répète,
par manque de confiance dans le commandement militaire ou au Kremlin, alors qu'il ne reste que 4 semaines avant les élections. Mais qu'est-ce qui empêchera cette escalade? Eh bien, mes sources, ce week-end à la Dacha, pendant qu'elles se détendaient, m'ont dit « Nous détruisons leur capacité à continuer à se battre. Combien de temps faudra-t-il avant qu'ils capitulent ?» Réponse, peu importe. Cela peut prendre 3 mois, cela peut prendre 3 ans. Rappelez-vous, nous l'avons déjà dit, les puissances de l'OTAN et le président Trump se sont engagés à financer 2 années de guerre supplémentaires. Donc, ce que l'on observe, c'est un certain désarroi. Et c'est là que Stranaya, la terminologie de l'opération militaire spéciale, devient non seulement ironique, mais aussi une critique. Est-ce que nous, du côté russe, en faisons assez? Vous pouvez mettre le nucléaire en titre de tous les podcasts et attirer une audience. Mais l'option nucléaire n'est pas une chose à laquelle les Russes pensent sérieusement. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Prenons un autre exemple, et interrompez-moi si je m'éloigne de votre question. Prenons l'exemple de ce week-end. Donc c'est une information de dernière minute concernant le Royaume-Uni. Les drones britanniques qui ont été célébrés ce week-end dans le Sunday Times et dans la presse de Murdoch, dimanche. Ce journal a annoncé avec un certain triomphalisme que des drones britanniques, 2 en particulier, avaient été utilisés pour la première fois ces derniers jours par la partie ukrainienne, et que les Britanniques espèrent intensifier l'escalade. Davantage de drones britanniques, davantage de livraisons de drones à l'Ukraine et davantage de frappes de drones contre la Russie, à courte comme à longue portée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, c'est là qu'on entre dans un comportement étrange, Stranaya. D'un côté, vous avez des sources militaires britanniques qui déclarent dans le Times de Londres « Nous comprenons que les Russes menacent. Ils comprennent maintenant que nous ne sommes plus nerveux. » D'accord. Ce qu'ils disent, de façon cruciale, c'est que les Russes menacent, mais que nous ne sommes pas nerveux. Je feuillette des papiers parce que je veux lire exactement ce que disent les Britanniques. L'un d'eux, un ancien marshal de la Royal Air Force, a déclaré qu'il pourrait même dire que les usines elles-mêmes sont désormais des cibles légitimes, mais qu'aucun crédit ne doit être accordé au donnant-donnant du président Poutine. Très bien. Voilà comment les Britanniques semblent avoir décrit ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils célèbrent ça. De son côté, l'ambassade de Russie a annoncé lundi qu'elle rejetait le terrorisme de l'implication britannique dans le terrorisme ukrainien, dans le cadre de ces nouvelles attaques de drones, et qu'il y aurait un prix à payer. C'est ensuite devenu un titre mardi, mercredi. On est déjà mercredi? Pas tout à fait. Et le gros titre de mardi dans les journaux londoniens, la partie russe menace de faire payer les conséquences si la campagne britannique de drones s'intensifie. Qu'est-ce qu'on a là? On a de la Stranaya, un comportement étrange du côté russe, perçu de l'autre côté comme un simple coup de sabre dans l'eau. Et c'est un problème que mes sources russes, les sources militaires, admettent en privé. Alors qu'est-ce que cela nous dit? D'un côté, on a l'échec total d'une ligne du Kremlin qui disait que si le Premier ministre Starmer était renversé et remplacé, la politique britannique envers la Russie changerait. Eh bien, c'était leur ligne. Kirill Dmitriev, le représentant spécial du président chargé de dialoguer avec les milieux d'affaires aux États-Unis. C'était le message qu'il répétait chaque heure sur son tweet. C'est un échec total. Et c'est ainsi que cela est compris à Moscou. Au lieu de cela, nous avons le Premier ministre Andrew Burnham qui fait monter la tension et il célèbre cela à Londres dimanche. Et la réponse russe, par l'intermédiaire de l'ambassade, c'est « il y aura de graves conséquences à payer pour cette collaboration britannique au terrorisme ukrainien ».
alors que tout le monde comprend que ce n'est pas du terrorisme. Oui, les armes à sous-munitions visant à causer des morts parmi les civils, ce qui est en train de se produire, constitue une attaque contre les civils. Mais la partie russe ne fera pas cela. En revanche, l'idée d'une réponse en miroir, du donnant-donnant, d'une réponse symétrique, échoue. Elle échoue à dissuader. Elle échoue à défendre. Oui, John, Lavrov a accordé une interview importante. Il y a abordé plusieurs points. L'un d'eux, particulièrement important en ce moment, concerne le Japon, qui désigne la Russie comme sa principale menace. Quelle est la perception de la Russie à propos du Japon? Est-ce entièrement lié aux États-Unis et à leur influence? Ou est-ce que cela vient du siège de l'OTAN? Autrement dit, des États-Unis avec les Européens. Ou bien est-ce quelque chose qui vient de l'intérieur même du Japon? Parce qu'il n'y a aucune raison pour que le Japon ait peur de la Russie. Pourquoi en est-il ainsi en Europe? Eh bien, il y a une longue histoire, une très longue histoire. D'abord, le Japon a attaqué l'Union soviétique dans les années 1930. Et l'une des premières victoires de celui qui deviendrait plus tard le maréchal Georgi Zhukov a été la défaite d'une force expéditionnaire japonaise en Mongolie, dans les zones frontalières russo-mongoles. C'était le début. La défaite des Japonais a marqué le début de l'ascension de Zhukov jusqu'au grade de maréchal soviétique. L'hostilité japonaise remonte bien plus loin que cela. Les Japonais ont combattu et détruit la marine impériale russe lors d'une série de batailles en 1904 et 1905. J'ai des illustrations de cette bataille en particulier, des caricatures japonaises réalisées pour montrer au peuple japonais qui avait gagné les batailles navales, avec les croiseurs russes en train de sombrer, et des caricatures russes affichées sur des pancartes autour de Saint-Pétersbourg en 1904 et 1905, montrant aux Russes qui ne savaient pas lire que les Russes avaient remporté les batailles. Eh bien, ces éléments offrent un contraste très intéressant sur les murs de mon bureau. En réalité, il y a 2 siècles de préparatifs de guerre des Japonais contre la Russie, et la Russie a finalement vaincu les Japonais. Elle a été l'un des vainqueurs de la guerre contre le Japon en 1945. Depuis lors, le Japon n'a pas conclu avec la Russie de traité mettant fin à la guerre. Le Japon continue de revendiquer des territoires, en particulier dans l'archipel des îles Kuriles. Il subsiste des différends territoriaux et, disons, des hostilités traditionnelles entre le Japon et la Russie qui n'ont pas été réglées. Du point de vue russe, et le ministre Lavrov l'a expliqué, tout comme le président Poutine, la partie russe estimait qu'avec Shinzo Abe, alors Premier ministre, il y avait davantage de souplesse et la possibilité à long terme de parvenir à une véritable fin de guerre et à une véritable refonte des relations. Cependant, l'actuel Premier ministre est perçu à Moscou comme favorable au réarmement du Japon. J'en viens donc directement à votre question. Avec tout ce passé non réglé, sur les plans territorial comme militaire, avec toute cette méfiance et ces doutes historiques quant aux intentions pacifiques de chacun envers l'autre, la question demeure aujourd'hui. Les États-Unis encouragent-ils délibérément le Japon à se réarmer contre la Chine et la Russie en même temps? Autrement dit, une reprise de la Seconde Guerre mondiale, avec des adversaires et de l'antagonisme. Est-ce la politique américaine à l'égard du Japon? Et le Japon, sous le gouvernement actuel, se réarme-t-il à peu près de la même manière, parallèlement à la politique américaine qui encourage l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France à se réarmer? En réalité, tous les alliés de l'OTAN à se réarmer. Quel est le fondement idéologique de ce réarmement? L'ennemi, en Europe, c'est la Russie. L'ennemi, ce sont la Chine et la Russie en Asie. Voilà donc, disons-le ainsi, le problème stratégique et idéologique.
Et dans la mesure où l'administration japonaise actuelle fait tout son possible pour se remilitariser, la limitation constitutionnelle des forces d'autodéfense n'est plus ni praticable ni applicable. Vous constaterez que le ministère japonais des Affaires étrangères attaque régulièrement et explicitement la perte de mémoire du Japon au sujet des pogroms qu'il a infligés au peuple chinois durant les premières phases de la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois s'opposent bien plus explicitement que les Russes à la remilitarisation du Japon. Mais les deux parties sont tout autant préoccupées par le fait que la politique américaine consiste à faire financer cette remilitarisation par le Japon, à lui faire acheter américain et à mettre en place une nouvelle plateforme de guerre contre les deux puissances. C'est le contexte, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le point que vous avez évoqué sur ce qui se passe entre l'Europe et la Russie. Un autre élément important a été mentionné pendant l'entretien. Lavrov parlait des soi-disant inspections de la flotte fantôme de l'Union européenne. Il explique en substance que l'Europe essaye de confisquer des cargaisons pour financer l'Ukraine. Et jusqu'où cela peut-il aller, John? Comment voyez-vous les choses? Pensez-vous qu'une forme d'escalade puisse survenir entre les deux camps, la Russie et l'Europe? Et jusqu'où cela pourrait-il aller, selon vous? Parce que du point de vue de la Russie, c'est de la piraterie. Ce n'est rien de plus. Il ne s'agit pas d'inspection ni de quoi que ce soit de ce genre. C'est de la piraterie. Et ils vont y répondre. Cela signifie qu'ils vont riposter contre les pays qui participent à cela. Quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, Nima, nous revoilà avec ce mot, stranaya. Voilà ce qui est étrange. Je regarde vers le bas parce que je voudrais citer exactement la manière dont Lavrov a formulé cela, afin qu'on puisse revenir à l'allocution de Poutine sur le croiseur lourd Varyag la semaine dernière lors d'une revue navale à Vladivostok. Voici ce que Lavrov a dit le 14 août dans son interview. Il a déclaré, je lis, « Le président Poutine a été très clair lorsqu'il a dit avec tact que la Russie répondra en temps voulu à ce pillage. Nous choisirons les cibles comme nous le jugerons bon, en nous concentrant sur les navires servant des pays qui ont fait du pillage et de la piraterie leur politique officielle. D'abord, l'expression « le président Poutine a été clair lorsqu'il a dit avec tact » est d'une certaine manière une ironie dirigée contre le président Poutine. C'est une façon de dire, quand on est en guerre, pourquoi être tactful alors qu'ils exercent cette violence, cette force contre nos cargaisons, nos navires, nos marins, et ainsi de suite. Avec tact a été employé avec soin par Lavrov, et le public visé, c'est le Kremlin. Dernier point, des navires au service de pays qui ont fait du pillage et de la piraterie leur politique officielle. Vous aussi, vous avez employé le mot piraterie. Et si vous l'avez fait, c'est parce que la ligne officielle russe consiste à dire que ces attaques contre la navigation sont de la piraterie. Or, du point de vue naval, ce n'est pas de la piraterie. C'est la guerre. C'est la guerre. La piraterie, c'est autre chose. La course est une forme de guerre entre États. Lorsque les dirigeants des États, les monarques, la reine Élisabeth Mire d'Angleterre, autorisaient ou privatisaient des attaques contre des navires ennemis, des navires espagnols transportant de l'or depuis les Caraïbes. Ils engageaient des opérateurs privés pour mener ces attaques, puis partageaient le butin avec le monarque, avec l'État, avec la couronne. Ce n'est pas de la piraterie, c'est la guerre. Pourtant, la Russie n'est pas en guerre avec les États-Unis, même lorsque des marines américains montent à bord de navires battant pavillon russe et saisissent des cargaisons russes. On appelle ça de la piraterie en mer, du terrorisme sur terre. C'est une façon de minimiser la nature de notre conflit actuel. C'est ce qui en fait une opération militaire spéciale en Ukraine et de la piraterie à l'étranger. Cette combinaison de termes, de terminologie, d'idées et de langage officiel, c'est ce qui est stranaya. C'est étrange.
Alors, comment la partie russe propose-t-elle de répondre? Revenons à Lavrov. Nous ne nous abaisserons pas à leur niveau, et je le cite à nouveau. Nous adopterons plutôt des méthodes bien plus dures pour détruire tout ce qui permet à l'Occident d'alimenter la machine de guerre de Kiev. Nous le faisons déjà, et ils se lamentent déjà. Nous avons là ce qu'on appelle une image en miroir. La semaine dernière, le commandant de la flotte russe du Pacifique répondait au président Poutine lors d'un briefing à bord du navire amiral de la flotte. L'amiral Leonov a déclaré que des navires non amicaux transportant des cargaisons dans les eaux territoriales russes ou au large des côtes russes dans le Pacifique faisaient l'objet d'une surveillance. Il a ensuite cité un chiffre de plusieurs centaines de navires. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais environ 1 millier de navires auraient été surveillés sur les 3 ou 4 derniers mois. Au moins 3 à 400 provenaient d'États ennemis, disons non amicaux. Ils représentent des cibles d'opportunité. C'est une menace de réponse du tac au tac. La question devient alors la suivante. Est-ce que la Russie répondra à ces attaques navales menées par l'autre camp, y compris par les forces américaines? Les forces américaines ont attaqué et arraisonné des cargos russes, pas nécessairement des navires battant pavillon russe, de la soi-disant flotte fantôme, dans l'océan Indien, en Méditerranée, dans l'Atlantique. Les Français dans l'Atlantique Sud, les Français en Méditerranée, les Britanniques et les Américains dans l'Atlantique Nord, au large de l'Écosse. On pourrait continuer encore et encore. Que fera réellement la partie russe, concrètement, en temps de guerre? Plusieurs critiques, du côté russe, écrivent dans la presse que ce n'est pas suffisant, que nous agissons trop peu, trop tard. Nous nous retrouvons donc face à de l'incertitude. De l'incertitude. Et cela entraîne aussi des critiques. Cela implique aussi des discussions à huis clos. Regardons exactement ce qui s'est passé en mer Noire ces dernières heures. Il a été claironné que le vice-président Vance avait demandé à Zelensky, au régime Zelensky et à Vladimir Zelensky en personne de ne pas attaquer le CPC, le terminal du consortium du pipeline de la Caspienne, dans le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire. Vance avait compris, et Zelensky avait compris, que la demande était de cesser d'attaquer l'infrastructure kazache du pétrole kazakh, acheminé par pipeline depuis la côte kazache de la mer Caspienne jusqu'à ce point de sortie pour l'exportation du pétrole kazakh via la mer Noire. En fait, c'est ce sur quoi les parties sont d'accord. Et il n'y a pas eu de suspension des attaques ukrainiennes contre le terminal du CPC. Ce que disent aujourd'hui les Ukrainiens, c'est que l'accord conclu avec Vance prévoyait de suspendre les attaques contre les navires non russes transportant du pétrole non russe, c'est-à-dire kazakh, entrant dans ce terminal ou en sortant. Or, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'un pétrolier grec, appelé le Skiros, a été frappé par des drones ukrainiens. Personne n'a été blessé. Les dégâts sont insignifiants. Le Skiros venait de charger et quittait les eaux territoriales russes pour la mer Noire, avec du pétrole russe à bord. C'est pour cette raison que les Ukrainiens ont dit l'avoir attaqué. D'abord, il existe un accord américano-ukrainien. Ne frappez pas le terminal kazakh. Pas seulement parce qu'il contient du pétrole kazakh, mais aussi parce que ce terminal appartient en partie à Chevron.